Souleymane Niang. D'abord, un mot sur l'actualité judiciaire avec l'affaire qui oppose l'Association pour la défense du littoral et la promotion de la Corniche Ouest et M. Pierre Goudiaby Atepa d'une part, et Mme Abindour et autres d'autre part. Affaire concernant l'îlot situé en face de l'ambassade du Mali à Dakar et sur lequel Mme Abindour a réalisé un investissement. Le dossier était appelé ce matin devant le tribunal de Dakar suite au référé surplacé introduit par Pierre Goudiaby Atepa et l'Association pour la défense du littoral. Le juge a renvoyé l'affaire au 20 juillet prochain pour plaidoirie. Et puis, dans une autre procédure, Pierre Goudiaby Atepa a porté plainte contre Abindour pour diffamation. Le procès, qui s'est également ouvert ce matin au palais de justice de Dakar, a été renvoyé au 28 juillet pour jugement. Restons avec la justice pour parler de la poursuite de la grève du syndicat des travailleurs de la justice. Le Sud-Just qui a décrété un nouveau mot d'ordre de 72 heures à compter de ce lundi. À Mbour, les camarades de Maître Ayaboun Malik Diop apportent leur soutien au secrétaire général du syndicat, accusé par sa hiérarchie d'abandon de poste. Correspondance à Mbour, Abdourahmane Diallo. Les tribunaux d'Mbour paralysés pour 3 jours, le Sud-Just campe sur sa position. Il demande tout bonnement le respect du protocole d'accord. Maître Daouda Sen, secrétaire général départemental du Sud-Just d'Mbour. Nous ne demandons pas d'audience. Le seul fait de déposer un préavis équivaut à une audience. Donc nous avons déjà demandé audience. Et l'audience, ce n'est pas pour négocier, c'est juste leur demander où est-ce qu'ils en sont avec le protocole d'accord qu'ils ont déjà signé. Donc nous attendons donc qu'ils satisfassent donc ce protocole et que la justice puisse reprendre. Concernant l'affaire de leur secrétaire général national accusé d'abandon de poste, le Sud-Just pense que le garde des Sceaux veut déplacer le débat. Le débat, ce n'est pas au moins dire telle personne travaille, telle autre ne travaille pas. Le débat ne se trouve pas là-bas. Le débat, c'est comment ils vont faire pour satisfaire nos revendications. C'est un secrétaire général, nous le soutenons. Et puis le Sud-Just n'est pas seulement Ayaboun Malik Diop, il n'est pas seulement le secrétaire général. S'il sanctionnait aujourd'hui Ayaboun Malik Diop, nous maintenons le mouvement et nous continuons en grève. Et puis que tout le monde sera déterminé, plus que jamais. Ces travailleurs de la justice ne comptent pas abandonner la lutte tant qu'ils n'auront pas gain de cause. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. RFM, la radio de toute l'actualité. Autres travailleurs relevant du ministère de la Justice, les travailleurs en éducation spécialisée menacent d'aller en grève dans les prochains jours. Ils dénoncent une discrimination de la part de leur tutelle, le ministre de la Justice. Écoutons Babali Sandiaï, secrétaire général des travailleurs en éducation spécialisée, au micro d'Elhaj Ndiogoudjen. Aujourd'hui, s'il y a des agents qui sont injustement discriminés au sein de leur ministère, il s'agit bien des travailleurs de l'éducation surveillée. En vérité, au sein du ministère de la Justice, ces travailleurs font l'objet d'une injustice inqualifiable. Ils sont exclus dans toutes les formes d'avantages qu'on donne aux agents de ce ministère. Je peux citer par exemple les fonds communs. Ils sont injustement exclus de ce fonds commun-là, malgré le fait qu'ils participent à ce fonds commun de façon substantielle à travers les enquêtes qu'ils exécutent. Ils n'ont aucune indemnité et même s'ils l'ont, parfois, c'est de façon inégale. Nous sommes les seuls agents de l'administration dont les chefs de service ne bénéficient pas d'une indemnité de suggestion. Nous exécutons un travail très complexe qui nous expose même parfois et nous ne bénéficions pas d'une indemnité de risque. Cette situation fait qu'aujourd'hui, nous voulons alerter le ministre de la Justice pour qu'il sache que nous sommes ses agents et qu'il doit en tout cas aller vers un traitement équitable de l'ensemble de ses agents s'il veut un climat apaisé au sein de son ministère. Maintenant, après cette alerte, si le ministre ne fait pas quelque chose pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous n'excluons pas d'élaborer un plan d'action, voire même aller en grève. Le droit foncier à la lumière de l'affaire du litige qui oppose la Sedima aux paysans de Ndengler maintenant. L'illégalité d'une délibération peut-elle conduire à l'annulation d'un titre foncier? Des spécialistes du foncier confient que l'immatriculation est inattaquable même si des erreurs antérieures sont notées. Georges Détidiop. Seules 2 voies s'offrent pour faire retirer un titre foncier à une personne physique ou morale. Que le propriétaire cède ou que l'État engage la voie de l'expropriation pour utilité publique. Pour ce cas-ci, une indemnisation préalable et juste s'impose, même si la délibération est frappée d'illégalité. En effet, selon des juristes spécialistes du foncier, l'immatriculation prescrit tout
tous les actes antérieurs. Il est définitif, on n'y revient pas, même s'il y a des erreurs. Plus clairement, elle est définitive et inattaquable. Et pour cause, il est mentionné dans la Constitution que nul ne peut être contraint à céder sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique. L'immatriculation a 3 effets. Entre autres, elle procède à la désaffectation et le décret efface les actes antérieurs. Il prononce aussi l'utilité publique du projet. Enfin, le décret prescrit le droit de l'État sur les terres en question. Nous reviendrons sur cette affaire Sedima contre les paysans de Ndengler et de Djilakh, notamment en ce qui concerne les conclusions de la Commission nationale sur la réforme foncière dont la mission est arrivée en terme en 2017 et dont les propositions ne sont toujours pas appliquées à tout le moins dans nos prochaines éditions. Sinon, dans cette édition avec Mohamed Ali Mouba qui travaille sur ce dossier. RFM 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à la situation du Covid-19 au Sénégal. D'abord avec les chiffres du jour. Je vous propose d'entendre un extrait du briefing du docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'était ce matin. Sur 710 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Bignona 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Dieuppeul 3 1, HLM Grand Médine 1, Liberté 6 Extension 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Parcelles Assainies 1, Passy 1, Patte d'Oie 1, Point E 1, Sicap Amitié 1 et Rufisque 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 12 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8198 cas ont été déclarés positifs, dont 5514 guéris, 150 décédés et donc 2533 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte l'ensemble des populations et communautés au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Toujours à propos de l'épidémie de Covid-19, notez qu'à Tamba, à Tambacounda, les journalistes sont en conclave avec les représentants du SNEPS, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, au sein du ministère de la Santé, pour un renforcement de capacité sur la gestion de l'information en période de crise coronavirus. Nous y reviendrons avec Moussa Omar Gueye. En attendant, parlons de l'anémie qui est une véritable cause de mortalité maternelle et néonatale à Fadiyakounda, dans l'arrondissement de Makacouli-Bantan, toujours dans la région de Tambacounda. Ici, l'absence d'une ambulance et d'un pont sur le fleuve Sandougou perturbe la quiétude des agents de santé et des populations. Reportage Moussa Omar Gueye. À Fadiyakounda, dans l'arrondissement de Makacouli-Bantan, l'anémie est l'une des principales causes de mortalité maternelle et néonatale. Mam Fatou Mbouch, coordonnatrice centrée de la reproduction SR du district sanitaire de Makacouli-Bantan, prône pour l'organisation d'une série de dons de sang. Des dons de sang pour juste sauver des vies. Il y a l'alimentation, il y a aussi le non-respect des consultations prénatales. Elles tardent à venir, mais elles ne font qu'une seule consultation prénatale, juste pour avoir le carnet CPR. Vous voyez, donc la sensibilisation est à Fadiyakounda pour faire une mini-campagne SRPF couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus. À Fadiyakounda, le poste de santé ne dispose toujours pas d'une ambulance, une situation que déplore la sage-femme d'État Boussofal Diao. Un cri de cœur, je dirais, même aux autorités, aux partenaires et même aux élus locaux pour
au moins que le poste puisse disposer d'une ambulance. Toujours est-il que des partenaires comme l'UNFPA et le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, apportent leur contribution pour une amélioration de la prise en charge sanitaire des communautés. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Il est 12h13. Les anciens travailleurs du Grand Hôtel de Foundiougne lancent un cri de détresse. Ils sont en chômage technique depuis plus de 10 ans. Car selon eux, le promoteur de l'hôtel, qui est un Turc, les a abandonnés et ne fait plus signe de vie. Ces travailleurs demandent aux autorités d'entrer en contact avec leur patron et de leur trouver un nouveau promoteur. La délégation à l'entrepreneuriat rapide a effectué une visite sur ce qui reste de cet établissement hôtelier. Aminata Goudiaby. Il y a 10 ans, l'hôtel de Foundiougne était le mieux fréquenté dans la région de Fatick. Selon des témoins, il a été créé en 1976 et s'étend sur 3 hectares avec une capacité d'accueil d'une quarantaine de chambres. Aujourd'hui, l'établissement vétuste et délabré de toutes parts est abandonné. Poussière et herbes sauvages trônent sur les lieux. Samba Kanté, la mine désolée, est le dernier gérant de l'hôtel de Foundiougne. Nous l'avons crié partout. C'est un hôtel qui recrutait beaucoup. Actuellement, tout est délabré. On n'est pas dans des dispositions de travail. Donc c'est le délabrement, comme vous pouvez le constater. Rien ne fonctionne. Le promoteur de nationalité turque est introuvable depuis maintenant plusieurs années. Fatigués de patienter, les anciens travailleurs de cet hôtel demandent de l'aide aux autorités. Ce que nous attendons, c'est que les autorités puissent prendre leurs responsabilités, comme qu'ils puissent parler directement à monsieur le propriétaire pour voir dans quelle disposition est-ce qu'il est. S'il veut vendre, certainement les autorités sont dans les dispositions de l'aider à trouver un partenaire. S'il est dans les dispositions d'investir pour reprendre les activités, certainement il pourra bénéficier de l'appui des autorités. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide et le directeur général du port autonome de Dakar ont visité ce qui reste de l'hôtel de Foundiougne. Pape Amadou Sarr a promis de trouver des moyens pour relancer les activités de ce qui a été un important établissement touristique de la région de Fatick. Je tiens en visite ici pour voir dans quelle mesure, accompagnés de promoteurs privés, pourront s'engager à réhabiliter l'hôtel Foundiougne. L'objectif que nous sommes fixés, c'est de revenir dans les plus brefs délais avec un plan global d'aménagement et de financement d'accompagnement. Le maire de Foundiougne, Babacar Diamé, a promis lui aussi d'essayer de trouver des partenaires. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Un mot sur l'hivernage. Plusieurs localités du pays ont été arrosées par la pluie ce week-end. La capitale Dakar n'a pas été épargnée ou en reste. La météo annonce d'autres précipitations dans le sud du pays pour les prochaines 48 heures. Cependant, une stabilité sera notée à Dakar. Suivons les explications d'Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM au micro de Koumba Sandiane Faye. Au courant de ce week-end, déjà à partir du samedi, des pluies ont été notées sur la zone centre et la zone ouest du pays, ainsi que sur la partie sud. D'ailleurs, en une journée, nous avions eu près de 100 et quelques millimètres sur la zone sud-ouest, sur une bonne partie des localités. Au centre également, nous avons eu beaucoup de pluies ont été enregistrées. Sinon, pour la première pluie à Dakar, nous avons enregistré déjà la nuit du samedi au dimanche. Quelques pluies fines qui ont été notées à Dakar par endroit. Maintenant, c'est le dimanche que nous avons eu la plus forte quantité. Nous l'avons eu le dimanche. Durant toute la journée, il a plu, mais c'est la nuit où la pluie a vraiment augmenté d'intensité. Pour les perspectives, nous aurons un ciel couvert sur la partie ouest, des risques de pluie faibles sur l'axe Louga-Thiès, moindre sur Dakar, mais les risques existent, mais également sur Kaolack-Diourbel. Donc on attend là-bas des risques de pluie faibles, de gouttes de pluie faibles. Pour demain, c'est un ciel plutôt passagèrement nuageux qu'on aura sur Dakar ainsi que sur la partie centre et nord du pays. C'est sur l'extrême sud-est et au sud où on attend des pluies pour les 48 heures et les 72 heures. Donc à partir des 48 heures et 72 heures, donc Dakar sera stable. Merci beaucoup. Avant de passer à l'actualité internationale, des informations en bref. Le chef de l'État qui était à Tivaouane ce matin pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, qui était lui-même le porte-parole du Khalife général des Tidjanes. Le Khalife général des Tidjanes qui réitère devant le président de la République les propos qu'il avait tenus sur la gestion du coronavirus. Prochaine étape de cette visite de condoléances du chef de l'État, Thiénaba.
Et puis, une bagarre entre deux individus vire au drame au quartier Madiana. La victime était âgée de 20 ans, le présumé meurtrier est pour le moment introuvable. Nous y reviendrons avec notre correspondante à Touba, Marema Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Suleiman. Les appels au calme se multiplient au Mali. Le week-end a été violent dans le pays avec au moins 11 personnes tuées dans des violences au Mali. C'est pourquoi donc l'imam Mahmoud Dicko appelle ses partisans au calme. Je propose de le suivre. Il est un des leaders du M5. Je commence par m'incliner devant la mémoire de jeunes gens qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Et ensuite, lancer un appel à toute la jeunesse du Mali et à tout le peuple malien, mais les jeunes en particulier, leur demander plus de retenue. Je leur ai dit depuis le 19 et je le maintiens encore qu'on peut être fort sans être violent. Je leur demande vraiment de ne pas accepter de tomber dans ce piège de la violence. Il faut nécessairement bannir la violence dans nos actions. Ce mouvement que nous avons enclenché, je pense réellement, c'est le début d'un espoir qui doit rester et qui doit se poursuivre, mais dans la dignité, dans la tranquillité, dans le respect des autres, tout en n'oubliant pas tous les pays amis qui nous ont appelés, qui nous ont assistés, ceux qui ont envoyé des messages pour nous demander encore d'être mesureux. Quand on vous parle, on vous demande d'être mesureux chez vous, c'est un conseil d'amis qu'on n'oublie pas pour tous ces pays amis qui sont en train de nous accompagner dans cette difficulté que nous traversons actuellement. L'imam Mahmoud Dicko au micro de la Radio Mali, c'était lors de l'inhumation de quelques manifestants tués lors de ces échauffourées à Bamako. Des organisations internationales ont également appelé les différentes parties à la retenue. Les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union européenne ont signé un communiqué conjoint. Une copie nous est parvenue, synthèse avec Koumba Sanyan Faye. Suite au meeting du 10 juillet 2020 organisé par le mouvement M5 RFP, les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies regrettent que des édifices publics et privés soient pris pour cible avec des violences ayant entraîné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et la dégradation des biens de l'État et des particuliers. Ils condamnent avec rigueur toute forme de violence comme moyen de règlement de crises socio-politiques. Ces représentants d'organisations régionales et internationales condamnent également l'usage de la force dans le cadre du maintien de l'ordre. Ils invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de toujours privilégier le dialogue, la concertation et les canaux pacifiques de résolution de crise. Dans le communiqué, ils marquent leurs préoccupations concernant l'arrestation des leaders du mouvement M5 RFP. Ainsi, ils invitent le gouvernement à créer des conditions de dialogue politique, notamment par la libération de ces leaders. Les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies restent persuadés que les conclusions de la récente mission ministérielle de la CEDEAO posent les bases d'une solution appropriée pour un accord politique de sortie de crise. En Libye, le blocus maintenu sur les champs et ports pétroliers. Les groupes fidèles au maréchal Khalifa Haftar campent sur ces positions. C'est pour exiger une répartition plus équitable des revenus pétroliers dans le pays. Un communiqué qui vient démentir la sortie officielle du gouvernement libyen qui avait annoncé vendredi que la production et l'exportation du pétrole ont repris depuis ce week-end. L'activité était à l'arrêt depuis 6 mois à cause du conflit armé. Et puis en Afrique du Sud, Zinzi Mandela est décédée ce matin à Johannesburg. C'était la plus jeune fille du couple Nelson Winnie Mandela, âgée de 59 ans. Elle était ambassadeur de l'Afrique du Sud au Danemark, Suleiman. Merci Youssouf Bodian, il est 12h22. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodetiam. Le tribunal arbitral du sport annule la suspension de Manchester City. Alors que City avait été exclu des Coupes d'Europe pendant 2 saisons par l'UEFA pour non-respect du fair play financier,
Le tribunal arbitral du sport a levé la suspension ce lundi matin. L'équipe de Pep Guardiola pourra donc jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine et la suivante. Le TAS, devant lequel City avait fait appel, a donc donné raison au club et réduit l'amende de 30 à 10 millions d'euros. Manchester City n'a pas déguisé ses contrats de sponsoring, mais a échoué à coopérer avec l'UEFA, indique le TAS dans sa décision. Dans un communiqué rendu public au même moment que la décision du TAS, Manchester City se félicite des implications de la décision d'aujourd'hui, qui valide sa position et l'ensemble des preuves qu'il a pu présenter. En Angleterre, c'est la suite et la fin de la 35e journée. Manchester United va accueillir Southampton à 19h. L'entraîneur de Tottenham a savouré la victoire contre Arsenal hier, 2-1, qui permet à son équipe de rester en course pour la Ligue Europa. Désormais 8e au classement, à seulement 3 points de la 6e, José Mourinho estime que ce qui reste à faire maintenant, c'est de se battre jusqu'à la fin pour une place en Ligue Europa. En Espagne, c'est la suite et la fin de la 36e journée, avec Villarreal qui va accueillir Real Sociedad, Alves face à Getafe et Grenade face à Real Madrid. Le Real Madrid aura également l'occasion de creuser l'écart en cas de victoire, mais à cause de la victoire du FC Barcelone, l'équipe de Zidane ne pourra pas être championne dès cette 36e journée en cas de victoire ce lundi. S'il y a encore du suspense pour le champion de la Liga, on connaît déjà une équipe qui sera reléguée. Il s'agit de l'Espagnol de Barcelone. En Italie, suite et fin de la 32e journée avec une seule rencontre, Inter Milan face à Torino. En France, débat toujours autour du nombre de spectateurs pour la finale de la Coupe de France Paris Saint-Germain-Saint-Etienne le 24 juillet et celle de la Coupe de la Ligue Lyon-Paris Saint-Germain organisée une semaine plus tard, toujours au Stade de France. Alors que la fédération comme la Ligue ont été prévenus il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas pour ces deux événements d'assouplissement du décret interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 31 août, une déclaration de la ministre déléguée au sport hier au Havre paraît rabattre les cartes et ouvrir la porte à une affluence plus conséquente. RFM reportage. La Tabaski, c'est dans 2 semaines. Nous démarrons aujourd'hui une série de reportages qui vont nous mener à l'Aïd el-Kabir à la fin du mois de juillet. À 2 semaines donc de cette fête, le prix des moutons est jugé trop élevé. Les éleveurs évoquent la fermeture des frontières et la pandémie du coronavirus comme prétexte. Les prix varient en effet entre 100 000 et 350 000 francs. Salimatao a fait le tour des différents points de vente à Castor. Voici son L'heure est au dernier réglage. Après la fine pluie d'hier, Ismaël refait les piquets de son enclos. Une vingtaine de moutons trimballent. La vente a démarré cette semaine, mais timidement, dit-il. C'est trop cher vraiment. Il y a la pandémie du coronavirus. Les prix peuvent même aller au-delà de 200 000 francs CFA, mais nous avons bon espoir. Les prix varient de 100 à 350 000 francs CFA. Cet éleveur craint une pénurie de moutons. Il y aura une pénurie, ça c'est sûr, et les prix vont grimper. Ici, par exemple, j'ai des moutons qui coûtent jusqu'à 400 000 francs CFA. Le plus, 400 000 francs ou plus. Le moins cher coûte 130 000, tu vois. La pandémie du coronavirus a beaucoup freiné les activités. Babacar rassure les clients, toutes les mesures sont prises. Les craintes sont les mêmes chez ces vendeurs. Avec la fermeture des frontières, les prix risquent de doubler et cela au grand dam du Gorgorlou. Accueillons à présent Nafissatou Silla pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Coronous. Près de 13 millions de cas confirmés dans le monde et l'Organisation mondiale pour la santé persiste dans son alerte sur l'aggravation de l'épidémie avec le nombre de cas qui ne cesse d'accroître en Amérique. Aux États-Unis, le nombre de nouvelles contaminations a explosé ce week-end avec 62 918 cas recensés ces dernières 24 heures, portant le bilan à plus de 3 200 000 cas. Le dernier bilan des décès est à 906 ce dimanche. Donald Trump annonce par ailleurs un traitement
ou un vaccin bien avant la fin de l'année. Même constat au Brésil, le bilan continue de s'alourdir. Ces dernières 24 heures, l'on enregistre 24 831 nouvelles contaminations et 631 décès ce lundi 13 juillet. Le président Bolsonaro, testé positif la semaine dernière, est toujours sous traitement. En Europe, l'on note une baisse en Italie et en Espagne avec moins de 10 décès recensés pour chaque pays ces dernières 24 heures depuis le début de l'épidémie, contrairement à l'Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni où l'on comptabilise 650 nouveaux cas. Pour contrer la maladie, la Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500 millions de livres sterling avec les laboratoires Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. La Chine fait état de 8 nouvelles contaminations, dont 6 asymptomatiques, et a reconfiné plus de 400 000 personnes dans la province du Hubei. Mais depuis 7 jours d'affilée, la ville de Beijing ne fait état d'aucun cas. En Corée du Sud, c'est 62 nouveaux cas. En Inde, le bilan humain du coronavirus s'alourdit avec ce lundi 878 254 nouveaux cas et 501 décès. Au Maroc, l'on entame progressivement le déconfinement par zone, mais l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 août prochain. En Égypte, la contamination progresse avec la réouverture de ses frontières depuis ce 1er juillet. En Afrique subsaharienne, le bilan ne cesse aussi d'augmenter, mais l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché et depuis peu, on interdit même la vente d'alcool pour limiter la propagation du virus. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 13 juillet 2020, commentée par Georges Détidiop. Le coup raté des propriétaires de bus Tata, c'est comme ça que l'observateur appelle la décision ratée de l'AFTU d'augmenter les prix du transport. Une hausse de 50 à 100 francs des tickets de Tata, comme le souligne Vox Populi, qui met aussi en exergue la nouvelle grille tarifaire de 150 francs pour la première section à 650 francs pour la 10e section. L'observateur fait état d'un ballon de sonde très vite dégonflé par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. L'Obs et Vox Populi se font l'écho du communiqué des services de Oumarium, communiqué selon lequel aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. D'ailleurs, Vox Pop souligne que le ministre agite la sanction contre les contrevenants à la loi de 1994. Pendant ce temps, Maître Massornakan de SOS Consommateurs confie dans l'Observateur que la mesure prise par AFTU est illégale et inacceptable et ils vont l'attaquer. Autre chose jugée illégale, l'attribution de plus de 225 hectares de terre à la Sedima. C'est en tous les cas l'avis de Boukounta Diallo. Selon l'avocat qui était l'invité du grand jury de RFM, la délibération est frappée d'illégalité et il faut tout faire pour faire revenir ce titre foncier dans le domaine de l'État. Les Échos rapportent son propos et racontent la visite de députés sur le site. Et vous savez quoi? Les Échos fait savoir qu'un homme a surgi de nulle part, arme au poing, pour intimer l'ordre à ceux qui étaient là-bas et ceux qui filmaient de dégager des lieux. Pire, il a pointé l'arme sur certains d'entre eux, ce que confirme le quotidien qui affirme qu'un vigile de la Sedima menace des députés avec son arme. Le journal souligne par ailleurs que l'affaire des terres de Ndengeler est l'arbre qui cache la forêt des conflits fonciers. Mon confrère relève que devant la convoitise de leurs terres, les populations ont aussi réussi à chasser les agro-industriels. De Mband à Dodel, en passant par Fanaï, les mouvements insurrectionnels et de résistance paysans constituent les remparts pour conserver un patrimoine foncier qui aiguise l'appétit des multinationales et hommes d'affaires, à l'image du litige qui oppose Babacar Ngom aux populations de Ndengeler. Alors qu'on n'a pas fini d'évoquer l'affaire des terres de Ndengeler, voilà qu'un autre litige foncier fait surface et il implique le député maire de Keur Sambakan, Khalil Ibrahim Fall. Source A révèle que l'élu s'est offert le luxe de s'attribuer 250 hectares avec comme couverture l'entreprise Saint-Terre dont il est co-gérant et actionnaire majoritaire. Source A ajoute que l'homme fâche aussi les populations de Pikine pour avoir érigé des magasins à côté du mur du cimetière. Ce n'est pas tout, il est en train de remblayer les bordures du lac de Cambérène pour y ériger des magasins. Alors, à la lumière de ces conflits qui font foison, Enquête propose ce matin un large dossier sur le foncier au Sénégal, le droit foncier sénégalais. Enquête relève qu'à l'image de la régulation des relations entre l'État et les grandes familles religieuses, la réglementation définitive sur les questions foncières est une patate chaude que les différents régimes en place depuis les indépendances se font
refilés à la moindre difficulté pouvant menacer leur pouvoir. Le journal rappelle par ailleurs des propos tenus en octobre dernier par le chef de l'État, Macky Sall. Il avait déclaré que 90% des alertes qu'il reçoit pour les risques de conflit viennent du foncier. Selon mon confrère, la loi 64-46 du 17 juin 1964 a versé toutes les terres non immatriculées dans le domaine national et aucune réglementation claire n'encadre l'exercice par les conseils ruraux des pouvoirs d'affectation et de désaffectation. À lire dans le journal l'éclairage d'un juriste spécialiste du foncier. Selon Mamadou Mbalo, il faut adapter nos lois à nos sociétés et non adapter nos sociétés à nos lois. La pandémie du coronavirus à présent. À la une de l'Observateur, le nouveau coronaplan du Sénégal, plan anti-coronavirus. Hospitalisation réservée aux plus de 60 ans, réduction du nombre de tests, la vérité sur l'augmentation du nombre de morts, le film de la fuite d'un homme de 65 ans infecté au coronavirus. C'est à lire à la page 3 du journal L'Observateur. Dans Libération, le journal informe que le total des 8000 cas est dépassé. Avec 253 malades enregistrés le week-end, le Sénégal totalise 8135 cas, dont 5446 guéris et 2540 sous traitement. 3 nouveaux décès portent le bilan à 148 morts. Cette information dans l'AS, le secrétaire général du site Juste, dans le viseur du ministre de la Justice. Selon mon confrère, un dossier pour abandon de poste serait en train d'être confectionné par les services de Maître Malick Sall, actionné par la lettre de dénonciation du président de la Cour d'appel de Kaolack contre Aya Boun Malick Diop. À la une de Sud Quotidien, il est question du solde budgétaire qui se détériore de 2,2%. En effet, selon Sud, il ressort de la loi de finances rectificative de 2020 en acte depuis le 17 juin dernier que les ressources ne sont exécutées qu'à 17,5% de la prévision de la LFI 2020, alors que les dépenses se situent à 30,8%. Sport pour terminer, Kalidou Koulibaly va-t-il quitter Naples à la fin de la saison? Apparemment non. Le défenseur des Lions déclare à la une du journal Record qu'il ne pense à rien d'autre qu'à Naples. À la une du journal Stade, Liga, le Barça sauve ses chances de titre. Le Barça qui a enregistré une victoire ce week-end. Le Real sera aujourd'hui à Grenade pour s'approcher d'un 34e titre. Titre du journal Stade, Real gagné ce lundi pour être sacré jeudi. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h et bientôt 35 minutes, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous parlons du Mali pour évoquer la situation sociopolitique très tendue dans ce pays voisin et frère, en proie à une crise multiforme. Malheureusement, en raison de contraintes techniques, nous ne pourrons pas avoir nos deux invités en même temps. Nous les aurons à tour de rôle, à commencer par M. Abdul Latif Haïdara, directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique et professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. M. Haïdara, bonjour. M. Haïdara. Allô, M. Haïdara? Alors, M. Abdul Latif Haïdara, directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique et professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, que nous essayons de joindre pour l'entendre sur la situation actuellement au Mali. M. Haïdara, bonjour. Je pense que nous l'avons en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vendredi dernier, il y a eu des remous, pour dire le moins, au Mali, à Bamako en particulier. Et depuis ce jour-là, on a dénombré 11 morts suite aux manifestations et à l'intervention des forces de sécurité. Heureusement, hier et aujourd'hui, la situation semble se calmer de plus en plus. Mais quels enseignements tirez-vous de ces dernières 72 heures, même si on sait qu'il faut certainement remonter au moins au 5 juin dernier, voire un peu plus haut. Mais ces dernières heures, quels sont les enseignements que vous tirez de la situation et de ces développements? Oui, merci beaucoup pour votre question, parce que je pense que ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la situation au Mali, bien avant l'histoire de 5 juin, était déjà explosive. Exact. Du fait d'abord de la radicalisation islamique
qui a nécessité l'intervention des forces Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel et autres, et du fait aussi d'une islamisation de certaines radicalités sociétales, telles que le problème communautaire avec les Peuls, qui c'est suffisamment donc de bombes, vraiment, pour que si le M5 vient s'ajouter, ça ajoute un peu trop à la confusion. Le M5, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le mouvement du 5 juin, qui rassemble l'ensemble des forces patriotiques. D'ailleurs, on l'appelle le N5 RFP, c'est-à-dire que les partis politiques, ils sont, il y a le parti MCACT, il y a le RPC, il y a le GRAC Mali, il y a aussi des syndicats qui se sont affiliés là-dedans. Vous savez, moi, l'enseignement que je tire de tout ça, c'est que c'est assez symptomatique de l'échec de la politique en Afrique. Au Mali, les politiciens se sont greffés au mouvement qui exige aujourd'hui la démission pure et simple du président de la République, ne parlent pas du tout le même langage avec le chef de file de cette l'imam Dicko et le mouvement, oui, et le fameux, la fameuse coordination des mouvements et associations de soutien à l'imam Dicko, donc qui est un peu le noyau dur de ce mouvement. C'est-à-dire, l'imam Dicko actuellement est devenu le noyau faible. Parce que le noyau dur, c'est les partis politiques de l'opposition qui sont venus, des partis qui sont... Parce que la politique, c'est pas... On ne peut pas faire de la politique parasitaire. C'est ce qui se passe en Afrique. La démarche parasitaire ne paye pas en politique. La politique obéit à une logique, à un programme, à une stratégie définie. Mais vous ne pouvez pas parasiter l'événementiel pour faire de la politique. C'est ce qu'ont fait les partis politiques maliens. Ils ont parasité ce mouvement-là. Mais en réalité, l'imam Dicko, qui pilote le mouvement, est devenu presque l'élément le plus faible parce que lui, il ne parle pas de la démission du président. On a vu aussi que c'est lui qui lance des... Lui, il a reçu, il est ouvert à la médiation, il a reçu les gens de la MINUSMA, bon, il a reçu aussi l'Union africaine. Donc, c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Parce que Dicko, c'est vrai que c'est un rigoriste, c'est-à-dire qu'il est dans l'aile radicale de l'islam rigoriste, mais c'est un rigoriste qui est... Bon, comment je veux l'expliquer? C'est-à-dire que Dicko, c'est un wahhabite, c'est un salafiste, mais il n'est pas d'accord avec toute la violence qu'incarne le wahhabisme. Par exemple, il n'est pas d'accord qu'on coupe la main des voleurs, par exemple. Voilà un monsieur qui a cherché à africaniser un peu le wahhabisme, à amener le wahhabisme à adapter le wahhabisme à nos cultures et à nos traditions. L'imam Dicko qui a été révélé à l'opinion à la faveur du débat sur le code familial, le code de la famille il y a quelques années au Mali. Je voulais vous poser une question très précise par rapport à l'opportunité du mouvement justement qui est en cours quand on sait que le Mali est en proie à une crise sécuritaire, à une crise sociale, à une crise sanitaire comme l'ensemble des pays du monde d'ailleurs. Comment se fait-il que les acteurs de ce mouvement choisissent ce moment tout à fait mal choisi, pour dire le moins, pour lancer leur mouvement d'après vous? Vous savez, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire, c'est comme ce qu'on essaie d'instaurer au Sénégal. C'est-à-dire, chaque vendredi, on fait des manifestations après la prière. Bon, chaque vendredi. Et au fil des vendredis, les partis politiques, les sociétés civiles, tout le monde est venu se greffer là-dedans. Et finalement, il est arrivé un moment où, le dernier vendredi du mois de juin, mais c'était explosif. Et les gens ont dit qu'on va marcher sur le palais. Et c'est comme ça que les choses, c'est parti de fil en aiguille jusqu'à arriver à ce stade-là. En pleine Covid-19, en pleine guerre communautaire, en pleine guerre contre le terrorisme, bon, vraiment un mouvement comme ça, c'est un mouvement qui est... Heureusement que M. Dicko ne va pas à l'extrême. Très bien. Il voulait marcher sur le palais, il l'aurait fait. Malheureusement, on a on a malheureusement très peu de temps pour parler d'une situation multiforme, très très complexe. Mais je voudrais vous poser une dernière question avant d'en venir à notre deuxième invité, M. Barkaba, journaliste spécialiste des relations internationales. Cette question est la suivante. Comment voyez-vous l'avenir proche, le futur là, dans quelques jours, dans quelques semaines tout au plus, du Mali? L'avenir proche,
l'avenir aurait été catastrophique si M. Diko était un catastrophiste. M. Diko est un homme tempéré et il n'exige pas la démission du président. Il a posé certaines conditions, la dissolution du Parlement, le gouvernement de transition et les mesures pour libérer les détenus qu'ils considèrent comme des détenus politiques. Mais je pense que moi, je vois l'avenir je pense qu'ils vont aller vers un gouvernement d'union nationale et que ça peut apaiser la situation. Très bien. Pour que le président puisse quitter le pouvoir, il faut que Diko lui-même accepte le fait et il ne l'a pas accepté. En tout cas, pour le moment, M. Diko n'est pas dans une perspective de coup d'État. Merci beaucoup à vous, Abdoulatif Aïdara, directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique et professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Nous évoquions avec vous la situation actuelle au Mali, marquée par des remous qui ont coûté la vie à une dizaine de personnes depuis vendredi dernier. Et dans quelques instants, nous allons entrer en contact avec Barkaba, notre confrère, journaliste au groupe Futur Média et spécialiste des relations internationales pour la suite de ce débat sur la situation au Mali. Barkaba que nous avons en ligne. Bonjour Barka. Bonjour Suleiman. Alors, nous avons malheureusement 5 minutes pour parler d'un pays ami, proche du Sénégal, en proie à des troubles, à des difficultés, à une situation très complexe actuellement. Vous avez certainement entendu Abdoulatif Aïdara tout à l'heure. Je voudrais continuer la conversation avec vous à partir de là où on l'a arrêté avec lui, c'est-à-dire nous projeter un peu plus sur l'avenir, si vous souhaitez aussi intervenir sur ce qui s'est passé très rapidement, mais surtout essayer de voir avec vous quelles sont les implications de cette situation, les conséquences possibles pour toute la sous-région et particulièrement pour le Sénégal. Mais peut-être un mot d'abord, les enseignements que vous tirez de la situation actuelle, de ce qui s'est passé ces dernières 72 heures. Je dirais d'abord, Suleiman, que c'est dramatique parce que, comme vous le savez, le Mali est plus qu'un pays frère. C'est le seul pays avec lequel on a partagé peut-être le même destin, pour ne pas remonter à l'histoire de la Fédération du Mali. Donc, tout ce qui touche ce pays frère a des répercussions et des implications immédiates pour le Sénégal. Et on a atteint un niveau de violence qui ne cesse d'aller crescendo. On décompte officiellement 11 morts et plus de 124 blessés. Et on a même tout à l'heure annoncé sur Twitter qu'un des blessés qui était hospitalisé à l'hôpital Gabriel Touré vient de succomber, ce qui alourdit le bilan et montre que le pays vit des heures très difficiles. Et le plus grave, c'est qu'on ne voit pas actuellement comment le Mali peut se sortir de cette situation, tant les esprits sont tendus, tant la situation est en train de se cristalliser autour de positions un peu jusqu'au boutiste des deux bords. À un certain moment, IBK avait semblé être dépassé par les événements quand les jeunes sont allés se cacher le siège de l'Assemblée nationale et ont fait une incursion à l'ORTM. Mais on a vu que depuis 48 heures, il semble avoir repris du poil de la bête avec l'intervention de nouveaux acteurs, la force antiterroriste, qui est une des forces d'élite du pays et qui aurait mené la répression aux alentours de la mosquée. La grande mosquée de Bamako. Oui, et donc cela veut dire qu'on assiste à une montée aux extrêmes. Cette force entraînée pour lutter contre les djihadistes est en train de tirer sur une partie des manifestants. Est-ce que l'apaisement du discours de l'imam Diko et du président, qui tous les deux semblent mettre la balle à terre, vous rassure? Est-ce que vous pensez que c'est un début de solution, que déjà les discours soient un peu désarmés? Je pense que c'est un jeu de dupes. Des deux côtés, chacun joue la montre. Autant IBK a semblé lâcher d'une part de l'Est en dissolvant la Cour constitutionnelle qui a été pour beaucoup dans la montée justement des périls avec ces décisions très controversées concernant les dernières législatives. Autant aussi le discours de Diko est un peu ambigu. Il ne demande pas clairement le renversement du pouvoir de IBK,
qu'il se garde de faire. Il continue simplement de critiquer sa gouvernance. Il a appelé les jeunes au calme en leur demandant très clairement de ne pas recourir à la violence. Mais j'ai l'impression que des deux côtés, on joue assez ambigu. Et à ce jeu se greffent d'autres acteurs qu'il faudrait suivre de très près, comme l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga, qui est un des acteurs majeurs, politiques majeurs du pays. Il a sorti un communiqué sur Twitter un peu lourd de sens. Quand on connaît les liens que Soumaïlou entretient avec l'Élysée et surtout avec Jean-Yves Le Drian, qui a été ministre de la Défense et actuel ministre des Affaires étrangères, il y a des choses qui se passent au Mali et la France, d'une manière ou d'une autre, en coulisses, est en train d'observer et de voir ce qui se passe. Mais justement, la situation au Mali est une question aussi géopolitique. Nous n'avons malheureusement pas le temps de revenir sur toutes les dimensions, notamment en ce qui concerne les relations entre la France et certains pays de la sous-région. Mais pour le Sénégal en particulier et pour la sous-région plus largement, quelles sont vos anticipations? Quelles peuvent être les conséquences de la situation qui se détériore au Mali? Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour anticiper ces conséquences-là, pour les prévenir? Vous avez certainement entendu parler de cette fameuse note sortie par des diplomates du Quai d'Orsay qui récemment en pleine pandémie du Covid, le fameux effet pangolin dont ils avaient parlé, et qui prédisait presque justement que beaucoup d'États africains sahéliens risquaient d'être balayés par le Covid qui était la crise de trop. Et malheureusement, les faits sont en train de leur donner raison en ce qui concerne le Mali, même si Ibeka pour le moment tient le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que le Mali est très profondément déstabilisé. Et je suppose que dans la sous-région, à commencer par le Sénégal, les gens surveillent comme de l'huile sur le feu ce qui se passe pour éviter un effet démultiplicateur dans la sous-région. Le fameux effet domino. En tout cas, merci beaucoup Barkaba. Nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de ce grand journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter dans d'excellentes conditions. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Très bon après-midi. Au revoir.